Chers auditeurs, bonjour sur Alliance 92. L'émission Ombaro reçoit en ce jour Jérôme Rassoulouarman, qui est philosophe, mais avec précision, phénoménologue. C'est cela de l'Université catholique de Madagascar. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Oui, alors d'abord expliquer en premier lieu la spécificité ici. Phénoménologue. Donc la phénoménologie est une science, disons, du 19e et 20e siècle. C'est un courant de pensée contrairement à ce qu'on appelle la vision déterministe et systématique, qui a été développée surtout dans l'époque du XVIIe et XVIIIe siècle. À cette époque-là, on avait vraiment confiance à la force de la raison et aussi la méthode de l'observation qui se fonde même sur ce qu'on appelle le phénomène, donc les purs concrets, comme si, au-delà même de ces phénomènes empiriques-là, il n'y a rien. Et ce qui a fait naître surtout ce qu'on appelle le principe de déterminisme, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets dans les mêmes conditions. Donc la phénoménologie, c'est une ouverture à une liberté de vision. Donc il n'y a plus de système, mais on est libre d'apprécier avec même une approche un peu subjective et à mettre entre parenthèses tout ce qui est a priori et les préjugés. Et après cela, on peut faire toujours une confrontation des résultats préalablement trouvés avec celles que chaque individu a pu trouver aussi après son expérience. Donc c'est toujours a posteriori. On parle justement d'individus, mais là on va parler de l'enseignement, des élèves, des lycéens, des universitaires. Dans sa globalité, en 10 ans, de 2008 à 2018, le niveau d'un étudiant malgache actuellement, comment peut-on le mettre ? Je crois que, d'après ce que j'ai vu, j'ai commencé à enseigner à l'université depuis 2008, donc ça fait déjà 10 ans. Mais j'ai déjà travaillé dans le domaine de l'enseignement depuis 2000, donc au lycée d'abord et au lycée technique. Donc je me suis formé surtout à être technicien et après je me suis orienté à la philosophie après. Donc j'ai constaté qu'il y a vraiment une régression des niveaux des étudiants et surtout à partir de ces niveaux supérieurs-là, donc les niveaux des étudiants bachelier par rapport même à l'année 2008 ou l'année où moi-même j'ai décroché mon diplôme de baccalauréat a fait vraiment un grand trou et une grande faille par rapport même à celle qu'on avait avant. Donc je crois que vous avez aussi la même observation, la même constatation que moi. Je crois que vous partagez aussi mon avis sur ce point-là. Mais où se situe la faille selon vous ? Donc la faille, c'est que les étudiants, ils ne sont ni scientifiques ni tellement littéraires. Et dans ce sens que on n'a pas tellement de choix pour l'orientation à l'étude universitaire, pour que certains étudiants, ils se trompent même de filière, donc ils veulent seulement décrocher des diplômes universitaires pour ne pas l'utiliser après les études de 3 ans ou de 4 ans en master ou de maîtrise. Enfin, finalement, donc je crois que il faut commencer dès la classe secondaire une orientation précise de ces étudiants-là, soit à mettre en place ce qu'on appelle une classe de détermination, par exemple la classe de seconde. Cette classe de seconde doit être pour nous une classe de détermination là où on peut vraiment orienter le choix des étudiants et bien aussi avec leur talent relativement même à leurs compétences vers la série scientifique ou la série littéraire. Mais on peut créer aussi comme à l'extérieur ce qu'on appelle de l'enseignement général, pas forcément scientifique, pas forcément c'est ce qu'on appelle littéraire. Peut-être le brevet d'enseignement professionnel, déjà une orientation dès la classe de seconde. Le brevet professionnel, je crois que c'est pour la formation technique, l'enseignement technique. Mais je parle ici surtout de l'enseignement général, tout simplement. Donc l'enseignement général doit être séparé surtout de l'enseignement technique. À ce que pour les étudiants qui ont opté vraiment pour l'enseignement technique, et donc ils se préparent déjà à la carrière professionnelle et qu'après 3 années d'études, ils peuvent déjà embrasser une fonction, une carrière professionnelle, donc une formation professionnalisante. Moyenne d'âge, là, en première année université, c'est dans les...
Quand j'étais en première année, j'avais 21 ans, 22. Donc j'étais un peu mûr même pour affronter toutes les difficultés qui m'attendent dans les domaines de la recherche, puisque l'université, ce n'est plus un endroit où on doit pratiquer tout simplement ce qu'on appelle la transmission des savoirs de manière répétitive. Mais on devrait surtout avoir confiance à la compétence même des étudiants, et cette compétence ne s'acquiert pas facilement sans même cette maturité préalable. Donc si c'est à 13 ans ou à 14 ans ou à 15 ans... Parce que c'est l'âge actuel. Oui, c'est l'âge actuel. On décroche même les diplômes de baccalauréat. On n'est même pas préparé à être vraiment un vrai chercheur pour devenir un universitaire comme il faut. Mais mis à part cette faille donc d'orientation pas soutenue, si l'on parle comme telle, mais la méthodologie aussi, est-ce que à l'université c'est déjà tout de suite seul? Oui, on ne peut pas quand même livrer les étudiants à leur autonomie, c'est-à-dire qu'ils se débrouillent tout seuls pour faire ce qu'ils veulent ou bien aussi ce qu'ils pensent. Mais il y a toujours un encadrement. Donc l'encadrement se fait en 3 catégories. Donc il y a ce qu'on appelle l'heure théorique, c'est-à-dire l'enseignement théorique. Il y a ce qu'on appelle aussi les travaux dirigés. Il y a aussi ce qu'on appelle l'heure des étudiants ou heure étudiante. Donc, ce qui signifie que les professeurs, ils ne se contentent pas tout simplement de partager les polycopes ou bien aussi de parler en conférence, donc sans pour autant même tenir compte de la réceptivité des enfants qui sont en face eux. Donc, ça a été un problème qui datait de l'époque de 1960 où l'on parlait surtout de ce qu'on appelle la professionnalisation de l'enseignement dans les domaines de l'université. Que faisaient alors les universitaires, les universités des chaires, c'est-à-dire les professeurs des chaires? Donc, ils ne pensaient pas surtout à l'efficacité ou bien aussi à cette possibilité de comprendre un tout petit peu les situations de ces étudiants-là, mais qu'ils se contentent tout simplement de donner des cours après 2 heures ou 1 heure de temps. Donc ils sortent même de la salle de classe sans en avoir même conscience de ce qui peut passer après cela. Donc l'assistance aux étudiants est toujours nécessaire, c'est-à-dire un suivi qui devrait être un appui fondamental, soit pour l'évolution de l'étudiant et aussi pour l'acquisition des cours et l'assimilation de ces cours-là. Non seulement à l'université, il s'agit de transmettre des savoirs et des connaissances, mais d'initier vraiment ces étudiants-là, ces universitaires-là, à avoir cette compétence et cette autonomie de recherche, de faire de recherche, de mener des recherches. Mais dites-moi, quand même, encadrer 30, 28 élèves, ça peut se faire, mais évident. Là, nous sommes parfois, on rencontre dans une salle de classe 100, 150, 200. C'est normal quand même, non, pour les professeurs de... Mais je crois qu'il y a toujours un moyen pour faire une approche un peu interactive avec les étudiants. Donc l'approche interactive, par exemple le fait de poser des questions aux étudiants, de leur faire toujours parler par rapport même à ce que nous proposons comme thème ou bien aussi sujet de cours. On ne peut pas imposer tout simplement des cours aux étudiants ou des contenus sans que ces contenus-là restent tout simplement quelque chose qui n'a aucun effet sur la compréhension même et le niveau d'intellectualité, les quotients intellectuels même de ces étudiants. Pour moi, par exemple, j'essaie toujours de poser des questions, d'entrer toujours en dialogue avec ces étudiants-là et je divise toujours mes heures pour la première partie, de faire parler les étudiants, donc d'entamer toujours un dialogue avec ces étudiants-là et non pas tout de suite donner les cours. Donc ça aussi, on appelle ça la didactique. Oui. La didactique. La pédagogie compte énormément aussi. Oui, mais donc par rapport, maintenant on parle de technologie, on parle d'informatisation, maintenant on parle de LMD même. Où est-ce qu'on en est, sincèrement, si on parle de LMD? Est-ce que les étudiants parlent de souffrance même en accès informatique? Pour la réforme d'un système éducatif, je crois qu'il faut que ça soit toujours accompagné de ce qu'on appelle des moyens, ces moyens-là, y compris l'éthique. Donc l'accès à l'information, à la technologie, nouvelles technologies. Mais si on va faire un petit recensement chez les familles malgaches aujourd'hui, donc combien parmi ces enfants disposent alors donc les ordinateurs, et combien parmi ces enfants, ces étudiants ont accès surtout à l'internet, etc. Et quand désolé pour le mot que je vais utiliser, quand ils surfent sur l'internet ou bien aussi sur le Facebook, donc ils font d'autres choses au lieu vraiment de s'impliquer
à la recherche. Je crois que la plupart de leur temps doit être consacré surtout à la culture, donc à se cultiver vraiment des bonnes informations, puisque tout ce qui est véhiculé dans l'information de l'Internet ou bien aussi de Facebook n'est pas tout à fait objectif, pour ne pas dire c'est pas tout à fait bon, et ce qui n'est pas très moral et éthique. On dit que le système LMD devrait surtout utiliser l'éthique comme moyen et appui pour la promotion même de cette autonomie de la recherche. Je crois que c'est une des grandes failles, donc c'est ce manque ou bien aussi cette impossibilité de disposer sur tous ces moyens-là. Donc nous mettons tout simplement en disposition et en place, en évidence, ce système LMD sans être vraiment préparé avec les infrastructures ou bien aussi les logistiques ou bien aussi les compétences des professeurs qui peuvent dispenser vraiment des cours nécessaires à la formation au LMD. Donc les LMD, je crois que c'est pour les pays les plus développés en Europe, mais c'est pas pour nous. Donc pour Jérôme Rassoul-Warman, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Mettre la charrue avant les bœufs, et même je crois que c'est lui qui doit conduire le bœuf et la charrue. Il est passé derrière même la charrue, donc il ne voit même pas la voie, le chemin où les bœufs doivent aller, parcourir. Mais quand même, il faut qu'on avance dans l'enseignement, non? Non, je crois que c'est le fait qu'on a trop politisé notre enseignement actuellement. Politisé de quelle manière? Donc politisé à ce que l'administration doit être confiée toujours à une personne de compétence. Donc si nous voyons un tout petit peu les personnes qui sont recrutées au chef des postes ministériels, au secrétaire général ou bien aussi directeur des cabinets, donc ils sont même, je crois, censés avoir la compétence même de diriger, de faire des directives en la matière de leur domaine. Mais je crois que ces gens-là, ils sont vraiment à côté de la plaque, ils ne savent rien, donc ils ne s'intéressent qu'à avoir tout simplement des sous ou bien aussi des financements, comme ce qui est le cas aujourd'hui avec le PSE, je crois, le projet plan sectoriel de l'éducation. Donc je peux vous donner quelques chiffres à propos de cela. Donc en 2018, nous avons reçu un financement de 1708 milliards d'ariars. 2019, 1923 milliards d'ariars. 2020, 2247 milliards d'ariars. Et 2021, 2344 milliards d'ariars. Et en 2022, 2509 milliards d'ariars. Donc, où est-ce que nous allons alors mettre tous ces argents-là? Est-ce que c'est tout simplement des dans le recrutement? Dans les recrutements, je ne sais pas, de 10 000 enseignants FRAM, etc. Mais on a projeté aussi la possibilité de construction des salles, 9 690 au total pour les 4 années à venir. Mais je ne sais pas si on peut vraiment réaliser ce projet-là, mais on verra. Je crois que pourquoi certains partis politiques sont très jaloux même de ces ministères-là, c'est pas pour le ministère de l'industrie ou bien aussi de la pêche, etc. Mais c'est parce que on a vraiment financé ce projet sectoriel de l'éducation. C'est là, il y a vraiment des soldes. Parce que peut-être on était tellement trop en retard qu'on voulait nous aider, mais c'est peut-être nous qui n'avons pas la volonté. Si on veut vraiment aider quelqu'un, il faut lui demander ce qu'il veut, c'est-à-dire quel est son besoin. Mais je fais partie alors de l'équipe qui a formé vraiment ce projet sectoriel de l'éducation, mais je me suis toujours placé en tant que philosophe, j'ai remis toujours en question ce plan-là, et j'étais même en confrontation avec les bailleurs à cette époque-là, à Yavlou. Je disais que si vous voulez vraiment nous aider, allez, demande-nous alors un projet, et c'est à nous de proposer un projet pour vous, et si ça vous va, donc vous allez nous donner vraiment des sous ou bien aussi à titre de l'aide. Mais vous n'avez pas quand même à nous imposer une certaine structure qui ne cadre pas vraiment aux besoins de notre pays, donc besoins culturels, besoins économiques, besoins sociaux. Là, il faut tenir compte toujours des cultures, tenir compte toujours des possibilités et de faisabilité de ces projets-là. Quand on veut vraiment réaliser un projet, un développement qui reste dans la tête, c'est vraiment spéculatif si ça n'a aucun impact même sur la vie de la population, comme ce qui était toujours le cas des politiciens qui parlent de ce développement qu'on peut faire espérer aux gens pendant la propagande. C'est comme ça. Alors, on a parlé de niveau des étudiants, de leurs besoins d'aide pour l'orientation, pour les aider aussi à voir plus clair. On a parlé aussi, par exemple, du PSE au passage, mais les enseignants, ils ont quand même leur part de responsabilité aussi. Là, je crois qu'il y a une question de motivation.
Vous voyez que les enseignants à Madagascar, ils sont les moins rémunérés. Je crois que c'est les plus exclus parmi tous les fonctionnaires. Donc si on veut vraiment avoir une éducation et qui doit être assurée en bonne et due forme, je crois qu'il faut surtout parler de motivation de ces enseignants-là. Motivation, pas seulement des questions de motivation, mais aussi des formations des enseignants. Recyclage et aussi la création des écoles et formation des jeunes dans les centres de formation pédagogique comme l'INFP, les CRI-NFP ou bien aussi le ENS, l'IMATEP. Donc je fais partie aussi de l'encadreur de l'IFTER Malaga, soit peut-être pu voir l'IMATEP actuellement. Et j'ai été nommé aussi comme expert national pour la réforme des programmes au lycée actuellement. Ok. Donc je crois que il y a une motivation morale et une motivation financière. Donc une reconsidération vraiment de la classe ou de la place de ces enseignants-là, comme ce qui était le temps de mon père à l'époque. Mon père était un enseignant en classe primaire à l'EPP, mais on avait vraiment une vie facile avec même le salaire de mon Il y avait beaucoup de respect aussi. Il y avait beaucoup de respect. Ouais. Et actuellement, les enseignants, ils passent leur temps à jouer avec la carte ou bien aussi à espérer du hasard, si on trouverait du sou aujourd'hui ou pas, de quoi manger, etc. Donc, ils sont vraiment démunis. Oui, alors les 10 années, quand même, vous avez dit, ça a été remarqué dans la négation quand même. Mais pour les 10 prochaines années, qu'est-ce qu'il faut faire le plus rapidement possible pour redresser la barre alors? Pour redresser la barre, donc j'ai pas tout prévu, parce que... Selon vous, de vos constats premièrement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce plan sectoriel de l'éducation qui a mis en place le 9 ans, avec les 3 sous-cycles-là, de l'enseignement primaire. Donc, qu'est-ce qui nous garantit que les élèves, ils peuvent se maintenir toujours pendant 9 ans pour finir même ces études-là, 9 ans? C'est parce que là où on peut parler vraiment d'un diplôme, donc ce petit diplôme-là, avec quoi il va chercher un travail. Mais nous avons bien constaté que même les 5 ans de classe primaire a posé beaucoup de problèmes pour les parents. Donc, l'envoi de ces enfants-là à l'école ont été toujours conditionnés par la pauvreté, les ménages quotidiennes et aussi la possibilité même des subventions des États, les questions des kits scolaires, etc. Mais voyez que il y a ce qu'on appelle le FRAM, donc c'est eux-mêmes qui paient les indemnités de ces enseignants-là pour que leurs enfants, leur progéniture puissent même accéder à la scolarisation, à l'étude primaire tout au moins. Et deuxièmement, j'ai toujours suggéré pendant l'élaboration de ce plan sectoriel de l'éducation que le ministère de l'Éducation doit travailler avec le ministère de la Population et le ministère de la Santé, dans le sens où le ministère de la Population puisse vraiment donner des provisions quotidiennes pour ces enfants pauvres-là, parce que ça aussi c'est l'une des motivations qui peut encourager les élèves à aller à l'école. Donc ils arrivent à l'école et ils dorment parce qu'ils ont faim, le ventre vide, donc ils n'ont rien à encaisser dans la vie que l'échec. La santé, c'est la même chose. La santé, c'est la même chose. Donc, toutes des conditions vraiment nécessaires pour la mise en marche d'un bon fonctionnement d'une réforme du système éducatif. Et deuxièmement, je crois que réécrire le programme scolaire, donc réécrire le programme scolaire, cette réécriture doit se fonder sur ce qu'on appelle curricula. Donc, les curricula, je crois que c'est un recensement de base prévoyant déjà la possibilité d'un débouché ou bien aussi d'une finalité précise de cette éducation, savoir compter, savoir lire, savoir raisonner, réfléchir. Donc, c'est le didactique complet, quoi. Le civisme, etc., la didactique complète. Donc, il ne faut pas tout simplement prescrire un programme qui sera peut-être lourd pour les étudiants, alors que cela est toujours voué à l'échec. Donc, la copie-coller, le modèle, quelquefois, que nous faisons toujours sur le modèle des autres pays, c'est pas une bonne idée. Donc, on a vraiment des spécialistes, on a vraiment des éducateurs, on a vraiment des locaux, des gens qui ont vraiment des compétences ici pour élaborer ces programmes-là. On a des bons techniciens. Des bons techniciens, je crois. Et si on revient en dernier point de la situation actuelle, la grève persiste au niveau des enseignants. Selon vous, et les inquiétudes aussi pour les parents, examens. Pour les examens, votre approche?
Donc, ces enseignants, ils ont donné parole aux parents qu'ils vont toujours, donc ils peuvent toujours rattraper le temps qu'ils ont perdu pendant la grève. C'est pas vraiment un temps de perte à leur avis, hein, parce que c'est le temps aussi qu'ils doivent signifier, exprimer leur responsabilité vis-à-vis de leur nation. Donc, ils ont vraiment pensé à une réforme. Mais reculer la date des examens, je crois que c'est pas une bonne idée. Si on veut toujours maintenir ce calendrier qui a été même prévu par le projet sectoriel de l'éducation, donc on n'a plus le temps pour refonder ou réformer ce calendrier-là, mais il faut garder toujours ce calendrier-là comme on l'a écrit bien avant. Il ne faut pas surtout susciter un certain doute chez les élèves et les parents à ce que ces examens-là soient reportés à d'autres dates. C'est pas une bonne idée. Eh bien, c'était l'embarras de Jérôme Rassoul-Warman, un philosophe phénoménologue, ici de l'Université catholique de Madagascar, mais qui a aussi d'autres responsabilités au niveau d'autres établissements d'enseignement technique ou même de grande pensée. Merci à vous. Merci, madame. Merci à vous tous.